Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec 1,35% au compteur. Mais avant toute chose, grand moment d'émotion pour moi puisque je viens d'accoucher, façon de parler, de deux nouveaux bébés et des beaux bébés, des gros bébés. Il s'agit de deux nouveaux podcasts qui ont été mis sur coup en ligne sur le site de la Tradosaur Trading Academy qui ne va pas tarder à s'étoffer, je vous promets, le temps me manque cruellement. En attendant, je fais ce que j'adore, à savoir des podcasts et des interviews de grands traders et analystes, et en l'occurrence deux nouvelles têtes que vous connaissez ou pas et que vous méritez en tout cas, qui méritent qu'on les connaisse. Il s'agit de Michael Landreau, tout simplement le meilleur intraday français que je connaisse, parce que bon, il y en a des meilleurs sans doute, mais je ne les connais pas. Enfin, je les connais pas, je ne les fréquente pas, alors que Michael, je le connais, c'est du béton et c'est tout simplement le meilleur intradéiste français que je connaisse. Il partage son expérience très riche. Franchement, vous mériteriez, vous devriez, j'y tiens, vous devriez vraiment écouter ça. C'est vraiment une success story qui avait tout pour commencer par un naufrage, ou pour finir par un naufrage. En tout cas, visiter son podcast et le chapitrage pour avoir les questions auxquelles il a répondu, et Stéphane Saudutel. Alors si vous êtes débutant, vous le connaissez pas. Si vous êtes un vieux de la vieille, vous le connaissez forcément. On demande souvent qui il y avait avant moi, parce que ça fait quand même quelques années que je travaille, que j'officie dans le domaine. Et bien voilà, Stéphane Saudutel a commencé avant moi. Je l'ai écouté, je m'en suis beaucoup inspiré au début, parce qu'encore une fois, à cette époque, pré-jurassique, il n'y avait pas tant de monde que ça dans le domaine du trading, qui soit pas underground, les gens qui s'expriment en public, je veux dire. Et Stéphane Saudutel, c'est un des bâtisseurs français du trading. Bref, encore une fois, beaucoup de choses à vous révéler là-dedans, et je suis vraiment ravi de vous proposer ces deux podcasts qui viennent s'ajouter à la collection qui commence à devenir quand même assez intéressante. Regardez les noms que vous connaissez. Alors certains sont extrêmement médiatiques, d'autres sont plutôt dans le domaine des réseaux sociaux, qui sont des stars des réseaux sociaux, mais en tout cas c'est que du qualitatif comme on dit maintenant. Et je pense vraiment que si vous débutez, surtout en ces périodes, en ces temps un peu obscurs où trader est difficile, eh bien profitez-en pour vous former. Formez-vous avec ces traders exceptionnels, ces analystes formidables. Je n'invite que des gens que je respecte de toute manière, et vous en apprendrez beaucoup sur leur façon de travailler, sur la manière dont vous pourriez enrichir votre façon de travailler. Et visitez ça, vous n'allez pas le regretter. Dernier en date, Michael Landreau, Stéphane Saudutel. Et on passe à l'analyse technique du CAC 40. Comme vous pouvez le voir, la séance a été plutôt réconfortante. On termine avec une bougie verte, une bougie qui s'apparente beaucoup à une bougie d'indécision. Alors c'est pas un parfait doji puisque le corps il est quand même bien visible. Ça serait plutôt un doji en porteur d'eau, on va dire. Ou pardon, pas en porteur d'eau, en haute vague, encore que, retenez surtout qu'un petit corps avec mèche haute et mèche basse, c'est plutôt de l'indécision qu'autre chose, et ça met fin à la période de certitude baissière, on va dire. Est-ce que la correction est terminée ? Je ne le crois pas. Je pense simplement que pour l'instant, les marchés avaient besoin de souffler après une dégringolade, puisque les plus hauts, depuis le plus haut d'il y a 10 jours, on avait perdu plus de 10%. Normal que l'on consolide un petit peu. J'avais évoqué pour vous deux scénarios, celui-ci, ok, et celui auquel on assiste est une forme intermédiaire qui est pour moi tout aussi plausible, à savoir le rebond avant l'attaque du support hebdomadaire. Je pense vraiment que c'est ce qui est dans les tuyaux. N'oubliez pas, et c'est pour ça que j'ai laissé cette oblique là, elle est importante, cette oblique ascendante qui a été cassée, puisque un pullback sur cette zone me semble quand même extrêmement plausible. Ça nous permettrait de combler le gap là qui a été ouvert, qui serait donc un gap. Alors attendez, si on regarde les objectifs, l'objectif c'était de prendre la distance par carré avant le gap reporté avant le gap, et comme vous pouvez le voir, on a atteint l'objectif. Donc ça veut dire qu'il n'a plus son effet répulsif, ce gap. Alors c'est un peu abscon ce que je raconte, mais j'ai déjà dit à plusieurs reprises, je vous invite vraiment à considérer qu'une fois que l'objectif d'un gap de continuation a été atteint, eh bien il n'est plus défendu
défendu parce qu'il n'y a pas d'objectif de trade de la part de ceux qui voudraient le trader, vu que l'objectif a déjà été rallié. Donc en ce sens, je pense qu'il a de quoi être comblé. Si on ajoute le chandelier du jour au chandelier précédent, on se retrouve dans une situation de harami haussier. Le harami haussier porte mal son nom parce qu'il est plus annonciateur d'une période de doute que d'une période haussière. Mais en tout cas, c'est pas un signal baissier. Hein, donc bougie rouge, bougie verte. Le chandelier Aiki Nashi du jour montre que c'est toujours baissier malheureusement. Vous avez toujours une bougie rouge sans mèche haute. Néanmoins, elle est incluse dans la bougie précédente. Elle perd un petit peu de la pression baissière hein, qu'on pourrait attribuer à la bougie précédente. Hein, mais c'est pas une bougie haussière pour autant. À noter également qu'en termes techniques, hein, et c'est toujours bien d'avoir des retracements de Fibonacci. Si vous prenez l'impulsion baissière à laquelle on a eu, regardez, surveillez de près les niveaux de Fibo, les 50, les 38, les 61, tout simplement parce que c'est sur ces niveaux hein, que les traders décident généralement de rentrer. C'est pas magique, enfin si, certains diront que c'est magique et que c'est même ésotérique et que c'est les lois de la nature, les Fibonacci. Je ne veux pas me prononcer là-dessus, ce que je sais c'est qu'en tant que trader, nous on regarde ces niveaux-là et on a tendance à agir un petit peu à l'unisson et donc à partir de là, c'est des prophéties auto-réalisées. Mais on ne sait pas sur lequel, hein, ça va commencer à jouer, mais surveillez-les de près. Je vous rappelle que tout ce dont je parle, les Fibonacci, les obliques, les gaps, l'utilisation des gaps, les bandes de Bollinger, tout ça, vous pouvez le retrouver dans mon pack Total Trado avec ses 1200 pages et ses 600 minutes de vidéo. Enfin, en fait, c'est plus que ça. Et on enchaîne avec les éléments techniques. Moyenne mobile à cette période descendante, on est en dessous la tendance immédiate et baissière. Moyenne mobile à 20 périodes, elle est en dessous et elle est au-dessus, elle est descendante. La tendance générale est baissière. Moyenne mobile à 50 jours, elle est descendante, on est au-dessous. Donc la tendance de fond est baissière. La moyenne mobile à 200 jours est descendante, on est au-dessous. Donc la tendance de long terme est baissière. On avait eu un croisement baissier fort, mais vous voyez, hein, c'est en ce sens, à partir d'une fois que ça apparaît, il est plausible que l'on aille plus bas et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est assez classique. Moi, j'aimerais aujourd'hui vous parler non pas de l'Ishimoku, des bandes de Bollinger. Hier, on avait testé la stratégie suivante. On se demandait s'il était plus plausible après 3 bougies hors Bollinger, donc c'est-à-dire après une bougie, 2 bougies, 3 bougies en dessous de la Bollinger inférieure, que l'on réintègre ou que l'on fasse un T4, une quatrième bougie en dessous de la Bollinger inférieure. On a vu que c'était 50%. Ok. Alors maintenant, une fois que l'on a réintégré, on va essayer de voir les statistiques, ce que ça nous donne, et on va voir si on peut avoir un avantage sur le marché. Quelles sont les chances pour qu'on aille maintenant chercher la M7 et que l'on aille chercher la M20 avant que d'aller plus que les précédents plus bas. Et vous voyez que le ratio gain-risque est parfois nul, parfois très intéressant. Là, par exemple, si on va chercher la M7, on est à 3% avec un stop de protection à 1,6%, c'est très bon. Attention, hein, c'est évolutif parce que la M7 descend. Hein, donc, à moins d'une explosion, la M7 devrait descendre quand même pas mal. La M20, on parle de 5% pour un stop de protection à 1,7%. Donc, ça mérite vraiment que l'on teste ça. Et voilà donc l'objet du test. Je vais vous montrer simplement un exemple, ça ira plus vite. On regarde les situations, on a eu un T3, donc T1, T2, T3, 3 bougies en dessous de la Bollinger inférieure. On regarde les fois où on a réintégré les bandes de Bollinger. Une fois qu'on a réintégré les bandes de Bollinger, est-ce qu'on va chercher la M7 et la M20 ou est-ce qu'on va faire un précédent plus bas? Et là, vous avez 2 flèches vers le haut dans le sens où on est allé chercher la M7 et on est allé chercher la M20. Okay, et regardez ici, un échec. Où est-il? Non, là, c'est encore un succès, puisque vous voyez, T1, T2, T3, réintégration des bandes de Bollinger. On est allé faire contact avec la M7 sur la même bougie, puis après on est allé chercher la M20. Après, on est allé plus loin, c'est pas la question, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Vous pouvez faire ça vous-même si ça vous intéresse. Je cherche un échec. C'est rare, hein. C'est très très rare. Je suis remonté jusqu'à l'origine du CAC 40 pour même pas avoir 30 occurrences, pour avoir 28 occurrences en 40 ans, quoi. Hein. Donc, c'est vraiment un phénomène rare. Là, vous avez, vous avez T1, T2, T3, réintégration des bandes de Bollinger. Est-ce qu'on allait chercher la M7? Oui. Est-ce qu'on allait chercher la M20? Non. On a d'abord été chercher un plus bas, donc vous avez une flèche verte et une flèche rouge. Ok, pareil ici. Allez, on déroule. Là, pareil, hein, je vais parler en même temps parce que je remonte jusqu'en 1980 et quelques, donc c'est assez loin. J'en profite pour vous dire que, comme d'habitude, vous savez, moi je suis un partisan du trading qui soit raisonné et qui
qui vous mettent à l'aise. Le problème de la situation actuelle, c'est que vous avez de fortes chances dans ce contexte actuel de vous prendre des portes de saloon. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, la décision de la Banque centrale américaine a entraîné de très fort mouvement en intraday qu'on ne voit pas forcément sur la bougie du jour, mais vous vous en doutez un petit peu avec les mèches hautes et les mèches basses. Je pense franchement qu'il y a un moment pour faire du swing trading, un moment pour faire du day trading, un moment pour faire de l'investissement, un moment pour faire du trend following, un moment pour investir dans l'or, etc., etc. Et je pense qu'actuellement, le plus simple, j'ai bien dit le plus simple, c'est de trader en accumulation rationnelle. Ok, tout simplement parce que l'accumulation rationnelle vous permet d'investir petit à petit en privilégiant le long terme. Si vous pensez qu'à long terme, les marchés ne font que monter, hein, et c'est vrai qu'à long terme, contrairement aux actions, les indices ne font que monter, sauf exception encore une fois, eh bien, acheter pendant que ça descend est vraiment une solution qui devrait vous séduire. C'est pour ça qu'investir petit à petit sur les supports hebdomadaires dans une optique d'accumulation rationnelle devrait vraiment vous inciter à réfléchir à ça. Ça y est, c'est terminé. Et on arrive aux statistiques suivantes. Sur les 28 occurrences que j'ai repérées pour vous, on a eu 23 fois un contact avec la M7 et 5 fois on est allé en faire un plus bas que la M7. Et un plus bas par rapport au plus bas récent. Donc autrement dit, dans 88% des cas, 82% des cas, on a plus de chances d'aller chercher la M7 que de faire un nouveau plus bas. Ok, 82, je répète. Et dans 43% des cas, on va chercher la M20 contre 57% des cas où on va aller d'abord faire un plus bas. Donc clairement, il est beaucoup plus plausible maintenant qu'on a réintégré les bandes de Bollinger d'aller chercher la M7. Ici, beaucoup plus plausible que l'on aille chercher ça plutôt que faire un plus bas. Mais il est beaucoup plus plausible que l'on fasse un plus bas avant d'aller chercher la M20. Donc clairement, si vous pariez sur un retour sur la M7, c'est logique. Si vous pariez sur un retour sur la M20, c'est un peu plus difficile. Alors ça veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Après, c'est une question aussi de ratio gain-risque, parce que si vous vous trompez plus souvent que vous avez tort, mais que quand vous gagnez, vous êtes excessivement mieux rémunéré que ça ne vous coûte, ça peut être valable. Mais ça, c'est un travail supplémentaire que vous devez faire, que j'ai pas fait pour vous. Ce qui est sûr, c'est que là, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, un retour sur la M7, ça voudrait dire aller chercher aux alentours de 3%. Bon, ça va descendre la M7 dès demain, donc on va dire, allez, dans le meilleur des cas, 2,2, 2,3% avec un stop de protection 1,6. Vous avez un ratio gain supérieur à 1 et des stats de votre côté. Ok, bon, si vous avez lire entre les lignes, il y a des choses qui sont assez intéressantes à faire. Et on enchaîne avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit la chose suivante, que c'est pas bon, tout simplement. Vous avez un nuage qui est toujours descendant, donc la tendance de fond, elle est baissière. On est en dessous du nuage, la lagging span en dessous des prix. Bon bref, tout ça c'est baissier et tout ce à quoi on assiste actuellement semble simplement être un rebond technique. On va terminer avec les trades du jour, tout simplement. Si vous êtes baissier, je ne suis pas forcément très favorable à un trade baissier dans l'état actuel des choses. À titre personnel, j'attendrai que l'on remonte. Si j'arrive à attraper les cours par là, je pense que je vais spéculer à la baisse, mais ça ne sera pas pour demain de toute manière, sur cette oblique là que j'ai déjà mentionné. D'ailleurs, ça correspondrait plus ou moins au niveau de 50% de Fibonacci. Ok, donc ça serait, si on arrive à choper les cours ici, ça pourrait être pas mal du tout, 50-61,%, ce sont des niveaux clés, ok, pour parier sur un retour de la baisse. Et à l'achat, le trade que j'ai proposé tout à l'heure. Je pense que le trade baissier, s'il apparaît, ce sera davantage lundi. Ok, je vais peut-être vous proposer tout de suite quand même. Dans l'espoir d'une accélération haussière très fort, je tiens à vous le dire tout de suite. Si on va chercher 61,8% de Fibonacci ici, je spéculerai à la baisse. Ok, ici à 6340. Ok, mais bon, ça n'arrivera pas demain. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Pourquoi je le ferai? Parce que ça m'intéresse de retourner sur le support hebdomadaire des 7,2% avec un stop de protection. Même si je prends un stop de protection, voilà, au-dessus de
de la résistance hebdomadaire. Je suis un ratio gain risque de 1 pour un objectif de 1 pour 1, mais avec des statistiques qui sont dans mon sens, donc ça se tient. Je souhaite une excellente journée. Ah ouais, puisque j'en parle, je le dis simplement au cas où, si on va chercher ce niveau-là, je rentrerai en 2 fois sans doute, pour améliorer mon ratio gain risque, donc une fois sur les 61,8 ici, ok, et une fois plus haut, comme ça je rentre en 2 fois et ça me permet de soigner mon entrée, ok, pour aller chercher le support hebdomadaire. Voilà, comme ça, au cas où ça se produirait, vous savez déjà ce que je vais faire. Excellente journée, à demain pour la mise à jour. Et n'oubliez pas, ces podcasts, ce sont des podcasts, donc vous pouvez les écouter dans la voiture, pendant le trajet au travail, pendant que vous sortez les poubelles, pendant que vous promenez les enfants, pendant que vous... bref, ça s'écoute, ça ne se regarde pas. À demain pour la mise à jour.